Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 32, c'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Hello tout le monde. Salut Antoine, comment vas-tu? Bah écoute, ça pourrait forcément aller mieux, hein, ça y est, on a passé le cap du nouveau monde. Là, maintenant, il va nous rester plus que le troisième tour, mais je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine ou la semaine d'après un peu plus précisément, parce que tu as un sujet, toi, sur ces élections qui seraient peut-être frauduleuses. On en reparlera dans quelques minutes. On parlera aussi d'un autre sujet que j'ai trouvé dans Icaris, vous allez voir, il est super intéressant. C'est sur des voyageurs temporels qui s'appellent les Winxmakers. Et puis bien sûr, il y aura un petit sujet UFO en Normandie que Jérôme a découvert. Vous verrez tout ça dans cette émission. Mais avant tout, je voulais commencer par un petit peu de pub. Et je voulais faire un petit peu de pub pour l'étrange rendez-vous. Rappelez-vous, c'est ce festival auquel nous avons participé avec Jérôme. C'était les 19 et 20 mars 2022. D'ailleurs, on vous a fait, pour ceux qui l'auraient manqué, 4 petites nouvelles avec 4 intervenants du festival qui nous ont échangé avec nous des choses un petit peu exceptionnelles qui leur étaient arrivées. Bien dans le cadre de cet étrange rendez-vous, avec Damien, comme nous étions en partenariat, eh bien, il nous a fait le plaisir de proposer aux lecteurs de Génération Cité d'Or un très beau cadeau. Il s'agit d'un pass d'accès pour les vidéos de l'étrange festival. Donc, pour savoir ce que contient ce pass, c'est simple, hein, il suffit d'aller sur vidéo.com dans le lien que nous allons mettre dans la description de cette vidéo, et vous allez retrouver les conférences d'un certain nombre de participants à ce festival. Alors, toutes les conférences n'ont pas été filmées, en tout cas, vous en avez 6 qui sont proposées. La conférence de Franck Ferrandis, la conférence d'une passeuse d'âme qui s'appelle Valérie j'espère, de Christian Maillet, l'astrologie de l'âme, de l'IFRES, les révélations de la transcommunication, de Christophe Soyer, qu'on salue au passage, les secrets du magnétisme, et de Marco Byrne, quand l'invisible devient visible. Ouais, et c'est vrai que moi j'ai eu la chance de pouvoir voir la conférence de Christophe, qui était comme ça. Je vous la recommande. Et puis il y a aussi Pascal Lafargue, mais apparemment qui ne fait pas partie de ces vidéos disponibles. Voilà, il fallait être sur place. Voilà. Il fallait être sur place. C'était l'exclusivité sur place. Donc, bien Damien propose ces vidéos au prix exclusif de 9,90 € par vidéo. Bien entendu, vous pouvez profiter de l'accès à toutes ces vidéos en achetant un pass à 35 €. Donc ça qui vous donne accès aux 6 vidéos. Et dans le cadre de notre partenariat, eh bien, il nous propose à toutes les personnes qui souscriront à un abonnement à Génération Cité d'Or sur une période très courte, donc entre le 1er mai, donc demain dimanche, et le 5 mai, eh bien, pour l'achat d'un abonnement à Génération Cité d'Or, qui vaut 40 €, on vous offre le pass d'accès à toutes les VOD qui vaut 35 €. Voilà. Alors vous me direz, ben ouais, mais je suis déjà abonné à Génération Cité d'Or. Eh bien, c'est pas grave, vous aurez au moins votre pass VOD et puis vous pourrez potentiellement faire plaisir à quelqu'un. Donc voilà, profitez de cette offre, elle dure 5 jours, du 1er mai au 5 mai. C'est un pass VOD d'accès donc à toutes les vidéos de l'étrange rendez-vous, plus un abonnement de 4 numéros à cette merveilleuse revue qui s'appelle Génération Cité d'Or. Si vous ne la connaissez pas encore, allez sur générationcitédor.com et vous la découvrirez. Et dans le numéro 8, on parle de l'Atlantide, de Mu, de la Terre creuse. Donc on est sur les traces des civilisations antédiluviennes. Voilà. Et puis j'en profite, allez, pour vous mettre à l'affiche en scoop la couverture du numéro 9 qui sortira donc début juin.
Il s'agit de donc cette couverture-ci, 666, le retour de la bête. Bon, d'accord, c'est une couverture qui nous a été un peu inspirée par le résultat des élections. Voilà, vous interpréterez ce que vous voulez en interpréter. Là voilà pour ce petit passage d'autopromotion, mais bon voilà, comme c'est vraiment une belle offre, on tenait à mettre l'accent dessus. Du coup, Jérôme, je vais présenter, bref, toute petite pour pas non plus qu'on passe trop de temps sur ce numéro 32, même si je sais que vous appréciez que les émissions durent des heures, mais... Et plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit. Mais... Voilà, mais c'est pas le format, je suis désolé. Donc c'est Valerio qui nous a envoyé ce petit tweet, donc je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous envoyer vos news sur l'adresse mail lejournaldbn@gmail.com. L'adresse s'inscrit sous cette vidéo. Alors, il s'agit de Megan Fox. Megan Fox, ça te parle comme actrice, Jérôme? Oui, moi je l'avais adoré, c'était dans Transformers. C'était la bombasse brune dans Transformers. C'est ça, ouais. Alors après, je crois qu'elle a joué aussi dans les Tortues Ninja, et puis elle a joué dans d'autres films qui m'ont un peu échappé. Eh bien écoute, Mademoiselle Fox, visiblement, admet ouvertement qu'elle et son petit ami Machine Gun Kelly, je ne connais pas, boivent le sang l'un de l'autre à des fins rituelles. Ah ah, comme tu dis. Allez, je lance cette petite vidéo là qui dure 30 secondes, je vous laisse lire les sous-titres et puis on va commenter en même temps avec Jérôme. Bon, donc visiblement, effectivement, il consomme que quelques gouttes de sang à l'occasion de fins rituelles. C'est quoi des fins rituelles? Il est contrôlé. C'est comme verser quelques gouttes de sang à chaque verre. Il est beaucoup plus désordonné, agité, chaotique. Après, j'ai juste la poitrine avec du verre brisé. Genre, on prend son âme, laisse-moi m'appuyer sur toi. Ça n'arrive pas, laisse-moi vous dire. Peut-être pas exactement comme ça, mais une version de cela s'est produite de nombreuses fois. C'est juste quelques étrange. En plus, elle a, avec ses ongles longs, là, elle fait un peu vilaine, enfin, un peu sorcière. Ouais, la jolie sorcière, là. C'est ça. Ouais, bah écoute, voilà, quoi, c'est... Je comprends même pas l'intérêt déjà de s'exprimer là-dessus. Si, ça fait fun, ça fait comme si on était des vampires et qu'on s'échange quelques gouttes de sang, mais bon... Comme le dit Ray-Ban qui tweet ce message, oui, Hollywood continue ses rites sataniques. Hein. Et puis il s'en cache plus en fait, c'est surtout ça. Parce que là je vois pas l'intérêt. C'est vrai que ça a été très très souvent évoqué. Le fait que Hollywood et rites sataniques, ça fait deux. Bah, il se cache plus. Voilà, il se cache plus, il n'y a plus raison de se cacher, parce que tous ceux qui sont un peu intéressés de près ou loin à tous les rituels magiques, tout le monde sait que les rites de sang, ce sont les pires rites. Et les plus puissants, et très souvent des acteurs ou des chanteurs, on leur a proposé soit de vendre leur âme au diable, ou justement de faire quelques rites sataniques, et pour les propulser... ça marche tout seul, apparemment. Voilà. Bon, c'était vraiment la petite news rapide, histoire de parler de cette mémorable actrice que j'avais complètement oubliée. Aucun intérêt, donc voilà. Bah, vous attardez pas sur ces films. C'est ça. Et donc, on va passer à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Y a-t-il eu une fraude la semaine dernière, lors des élections ? En tout cas, c'est ce que certains pensent, parce que effectivement, France 2 a modifié l'affichage des résultats à un moment donné. On va lancer une petite vidéo et puis tu vas nous expliquer tout ça. Alors, Jérôme, fraude électorale ou grosse boulette de France TV? Ah, c'est toute la question qu'on se pose, que beaucoup de personnes se sont posées.
car en effet, le soir de cette soirée colorectale, électorale, pardon, excuse-moi, en effet, à un moment donné, France 2, alors c'est un petit peu ce qu'explique hein, le présentateur hein, sur France 2. Il annonce qu'ils sont connectés en direct avec le ministère de l'Intérieur. Et donc, les chiffres qu'ils mettent à l'écran sont officiels. Hein, ça vient en direct du ministère de l'Intérieur. Et donc, là, il y a eu comme un petit bug sur France 2. Parce qu'en effet, il y a des personnes qui ont fait un petit peu arrêt sur image au fur et à mesure que la soirée se passait. Et puis, à un moment donné, quand on commence à comparer les chiffres, on s'aperçoit qu'à 21h15, donc France 2 annonçait 13 697 000 voix pour Emmanuel Macron et 13 899 000 pour Marine Le Pen. Donc, vous voyez, là, on était limite, Marine Le Pen était légèrement en tête. La totalité des votes n'était pas encore remontée, donc les chiffres, on savait que ça allait bouger. Par contre, ce qui est très surprenant, c'est qu'à un moment donné, les chiffres ont bougé, mais pas dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire qu'à 21h20, Emmanuel Macron avait augmenté 14 214 voix. Et Marine Le Pen aussi, hein, 14 millions à 432. Donc là, Marine Le Pen était toujours en tête. À 22h40, là, patatras, les chiffres passent pour Emmanuel Macron à 13 946 000, etc., votants. Et là, Marine Le Pen, on était carrément à 11 558 051 votants. Et puis, 5 minutes plus tard, là, à nouveau, Emmanuel Macron avait réaugmenté 14 193 000, etc. Et puis, là, c'est la grosse dégringolade pour Marine Le Pen, puisqu'elle reste à 11 661 111 votes précisément. Donc, là, si on regarde bien, à un moment donné, en un petit peu plus d'une heure, Marine Macron, excusez-moi, je les confonds. Hein. J'en ai marre d'entendre Marine Le Pen, Emmanuel. Non, c'est un beau lapsus, hein. C'est un beau lapsus. On la garde, celle-là. Et donc, Marine Le Pen, elle perd quasiment 3 millions de voix en l'espace, un peu plus d'une heure. Donc, là, on s'est dit, attendez, qu'est-ce qui se passe là au niveau des chiffres? Donc, évidemment, hein, tout de suite, on criait à la fraude, puisque comme l'annonçait le présentateur, c'est des chiffres officiels qui viennent du ministère. Comment ils peuvent se planter comme ça en quelques heures et puis que les chiffres dégringolent, puisque les chiffres devraient augmenter quoi qu'il se passe, quoi. Donc, alors apparemment, il n'y a pas eu du tout de mea culpa vraiment de la part de France 2. Ils ont juste expliqué, c'est passé vraiment inaperçu que apparemment c'était une erreur technique. Voilà. Donc, ça nous rappelle un petit peu ce qui s'était passé il y a quelques temps avec l'élection Trump-Biden aux USA, hein, où beaucoup ont dit qu'il y avait une grosse fraude électorale à ce moment-là. Et puis, nous, on se demande si en France, il n'y a pas aussi, parce que faut avouer quand même qu'Emmanuel, il avait sorti l'artillerie lourde au niveau du Champ de Mars. Hein. Il avait préparé la grosse fiesta. DJ en trompette et tout team, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout que il y a une espèce d'hypocrisie à dire on ne peut pas révéler les résultats. Alors je sais même plus si c'était 20h, 21h. C'est 21h peut-être le résultat? Non, 20h. Non, c'était 20h. Moi, déjà, ce qui me pose problème, c'est qu'il y a beaucoup de bureaux de vote qui ferment à 20h, je crois. C'est ça. Alors c'est jamais les résultats. Oui, c'est jamais les résultats définitifs. C'est-à-dire c'est effectivement des grosses un résultat, on va dire temporaire qu'ils annoncent, mais quand il y a un gros écart, il y a peu de chances que l'écart se réduise. De toute manière, les résultats définitifs sont validés, je crois, c'est dans la nuit ou le lendemain. S'il faut aussi recueillir les votes à l'étranger, etc., etc. Moi, je trouve que l'écart n'était pas si petit que ça, hein, puisque si tu regardes les derniers chiffres, quand tu regardes les derniers chiffres à 22h45, on était à 14,2 environ pour Emmanuel Macron et 11,6 pour Marine Le Pen, ce qui fait 25,8 millions. Et ça fait 3 millions d'écart, on est d'accord. Et en tout, il y a eu 35 millions de votants, hein, donc il restait encore 10 millions de voix à dépouiller, quoi, quelque part. Ah ouais, tout à fait. Et là, l'écart de
ça pouvait contrebalancer, je veux dire. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est surprenant qu'ils annoncent les résultats alors que tout n'est pas complètement dépouillé et que ça continue à monter. Là où c'est drôle, c'est que la RTBF, la télévision belge, annonce les résultats avant la France, 2 heures avant, mais bon. Voilà. Mais c'est le décalage horaire, ça, Antoine. Eh ben oui, pardon, c'est vrai. Que, effectivement, quelle surprise, il y a 1200 journalistes accrédités qui sont sur le Champ de Mars, et puis il y en a à peine une centaine qui sont avec Marine Le Pen, mais ils continuent à nous tenir en haleine, on ne connaît pas les résultats, qui sait qui va passer, etc. etc. Bon, déjà, ne nous plaignons pas, il n'a pas fait déjà 66,6%, ne nous plaignons pas. Exactement. Par contre, au niveau de l'affichage, parce que ça c'est France 2, sur les autres chaînes, il n'y a pas eu la même boulette. Non, il n'y a pas eu la même boulette, mais c'est vraiment France 2 qui jouait vraiment avec les chiffres. Alors je sais pas, au niveau des autres chaînes, moi je t'avouerai que bon, une fois que j'ai vu la tête du vainqueur, j'ai éteint la télé. Belle tête de vainqueur. Belle tête de vainqueur. C'est ça. Non, après, très honnêtement, si vraiment il y avait eu un moindre doute, je pense que Marine se serait engouffrée immédiatement pour demander, réclamer à corps et à cri un nouveau comptage de voix. Mais ils ont le chic pour nous allumer aussi là. Ils savent bien que nous on est sur les dents comme ça et voilà nous balancer. Alors, en plus c'est quand même sérieux quoi. Je veux dire quand même c'est les élections présidentielles en France, c'est sérieux quoi. C'est voilà the boulette de France 2 quoi. Se tromper comme ça sur les chiffres au fur et à mesure de la soirée, c'est quand même grave quoi. C'est ça. C'est un petit manque de professionnalisme. Allez, on passe à la suite. Eh bien la suite, moi je l'ai trouvée dans le dernier numéro d'Icaris, le numéro 26. Bon, c'est une soirée spéciale revue. Hein. Je suis tombé sur un sujet que je ne connaissais pas, qui s'appelle les Wing Makers. Donc les constructeurs ailés, si on traduit ça comme ça. Les Wing Makers qui seraient des voyageurs du temps. Est-ce que tu en as déjà entendu parler, Jérôme? Pas du tout, Antoine. Donc je vais m'empresser d'aller chez mon libraire et essayer de trouver Icaris pour lire cet article. C'est ça. Parce que, alors je sais que tu es comme moi féru de voyage temporel, que tu es aussi féru d'ufologie. Et je pense que une partie du phénomène UFO peut venir du temps, enfin, par rapport au futur ou au passé. Hein, puisque... Exactement. Et moi, en lisant cet article, eh bien, écoute, je me suis demandé si on n'était pas soit dans un espèce d'effet Mandela ou dans un changement de trame temporelle, parce que je n'ai jamais entendu parler des Wingmakers, et encore moins de l'ACIO. ACIO, ça te parle? Pas du tout. Eh bien, écoute, Jérôme, l'ACIO, c'est l'Advanced Contact Intelligence Organization, une organisation qui étudie les contacts rapprochés, donc la présence extraterrestre sur Terre, une organisation américaine, depuis les années 50. Je n'en ai jamais entendu parler. Et pourtant, ça fait quand même un petit moment qu'on traîne nos guêtres dans le monde de l'ufologie, même si on n'est pas des grands spécialistes. On n'a pas cette prétention. Mais une organisation comme ça, si vous voulez, on aurait dû en entendre parler. Bon. Donc, on va revenir, je vais te remettre dans le contexte de tout ça. Ça se passe en 1972, et 5 membres de l'ACIO visitent une grotte à Chaco Canyon, dans le nord du Nouveau-Mexique. Alors, comment et pourquoi est-ce qu'ils ont visité cette grotte? Alors l'article ne le dit pas, mais j'ai fouillé du coup sur un certain nombre de sites pour essayer de comprendre un petit peu tout le contexte. Visiblement, l'un des responsables du groupe, un certain 15, aurait récupéré un artefact qui l'aurait guidé jusqu'à l'entrée de cette grotte qui était couverte par une immense dalle, un gros rocher, qu'ils ont dû casser à coups de barre de mine. Et ils ont trouvé une entrée qui faisait à peu près 1 mètre,
ils sont engouffrés dedans. Là, ils tombent sur un escalier en colimaçon, plein milieu du désert du Nouveau-Mexique. Ils descendent, ils parcourent une trentaine de mètres dans un couloir qui est taillé, donc un couloir naturel, hein, taillé et proprement taillé. Et ils manufacturé, et ils commencent par tomber sur une salle. Une salle pas très grande, on va dire 4 mètres sur 4 mètres, et puis peut-être 6 mètres de hauteur, mais avec une particularité. Eh bien, c'est que cette salle avait, alors, je ne saurais pas vous dire laquelle, mais en tout cas avait une peinture. Alors pourquoi je ne saurais pas vous dire laquelle? Parce que vous allez voir, des salles, il va y en avoir 23. Et dans chaque salle, ils vont tomber sur ces peintures. Donc il y aurait une peinture sur le mur et un artefact. Voilà. Du coup, j'ai été sur Pinterest pour vous montrer un peu mieux ces peintures. Et donc, ils vont découvrir comme ça leur grande stupeur, petit à petit, en avançant, une salle après l'autre. Une salle donc complètement taillée, avec sur un mur une peinture, à l'intérieur un artefact, et puis un couloir d'une dizaine de mètres, et à nouveau une salle, une peinture, un artefact, jusqu'à avoir découvert 23 salles. Je sais pas, Jérôme, déjà, rien que ça, moi je me dis, c'est impossible qu'on soit passé à côté de cette information, quoi. Oui, parce que au début de ton récit, moi, ça me rappelait quelque chose, des personnes qui étaient tombées sur, justement, c'était dans un canyon, hein, ils avaient trouvé une entrée de grotte et étaient tombés sur sur des artefacts égyptiens, je crois, des choses, mais c'était aux États-Unis, hein. Mais apparemment, non, ça me dit rien du tout. Et puis surtout ces peintures qui sont assez stylisées quand même, je pense que je m'en rappellerai. Et non, ça me dit rien du tout. C'est exactement ça. Et donc, tout a été effectivement proprement manufacturé, voire même lissé. Hein. C'est pas de la peinture rupestre à la Lascaux. Hein. Là, on pourrait se dire c'est une galerie d'art hein, sur ces murs. Les couleurs sont flamboyantes. Et puis il y a de la symbolique partout. C'est-à-dire on va retrouver des symboles philosophiques, on va retrouver des symboles musicaux. En fait, il y a quand même une très forte connotation par rapport à l'art, au côté artistique. Mais c'est humain, et puis c'est humain. Hein. C'est humain, ouais, c'est tout à fait humain. Sur ces peintures, ils vont retrouver des glyphes. Hein. Là, on peut en voir un certain nombre ici, on peut en trouver d'autres là. Voilà, sur toutes les peintures, il y a des glyphes qui sont gravés. Et donc, elles sont des linguistes, hein, les ont étudiées, et elles représentent 4 langues différentes: le Chakobsan, l'Anasazi, le sumérien et le maya. Donc, très surprenant, surtout je rappelle, on est au Nouveau-Mexique, sumérien, on n'est pas du tout dans la bonne zone. Non, c'est ça. Voilà. Et donc... moi, oui. Je trouve que c'est assez contemporain quand même. Ça fait assez... Ah bah oui, ça fait art moderne. Hein, oui, c'est ça, voilà, art moderne, c'est ce que j'allais dire. Ah ouais, mais là, regarde, ici, on a l'impression de voir une guitare... Tu vois, si je te montre cette image et je te dis pas qu'elle a été découverte dans une grotte, tu vas me dire qu'elle a été peinte dans le métro londonien, par exemple, tu vois. Ça fait même un style africain, là, tu sais, un petit peu... Complètement. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, tous les artefacts ont disparu. Ils ont été récupérés par le fameux groupe ASIO, donc le fameux groupe secret ufologie. Sauf le numéro 23, le 23e artefact. Ce qu'ils ont trouvé, en fait, c'est un disque optique.
un peu comme un Blu-ray ou un disque, un CD-ROM, voilà. Donc c'était un disque optique. Je vous rappelle, découverte c'est 72. 72, on était encore au vinyle et au cassette. Donc incapable forcément de lire quoi que ce soit sur ce disque optique. Mais donc il y a une partie d'un groupe qui ont gardé ce disque pour l'étudier, et les 22 autres artefacts sont partis dans une base secrète de la SIO. Voilà, je vous mettrai en référence hein, le site. Il y a un site qui est très bien documenté là-dessus, il y a des heures de lecture, c'est pour ça j'ai pas pu vraiment fouiller complètement, sachant que je mets quand même pas mal de guillemets, de conditionnels sur ces découvertes, parce qu'il pourrait aussi que ça soit complètement manipulé, parce que derrière, vous verrez, ça parle d'extraterrestres, qui apparentés au gris, ça parle de... Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. En tout cas, pour revenir à ces personnes, ces êtres qui ont fait ces gravures, bah, ce seraient des humains du futur, qui viendraient du 28e siècle, et qui seraient retournés dans le passé en 800 à peu près après Jésus-Christ, pour construire cette capsule temporelle, pour qu'elle devienne un message pour l'humanité. Et dans quel but? Alors, ils l'ont compris après, parce que depuis 72, donc ça va faire bientôt 50 ans, ça fait 50 ans, on a découvert la technologie des disques optiques, etc. Donc ils ont réussi à analyser un certain nombre de textes qui étaient gravés sur ce disque. Je crois qu'il y a plus de 8400 textes, ils en ont analysé un peu moins de 5%. Je crois qu'ils ont analysé le premier segment, il y a 23 segments sur le disque, ils ont analysé le premier segment. Et c'est très surprenant ce qu'explique ce segment, c'est que donc l'objectif de ces humains du futur, c'est de fédérer l'humanité autour d'une entité humaine, qu'on soit juste un groupe d'humains avec une culture mondiale. Voilà. Leur objectif, c'est d'avoir cette culture mondiale, parce que pour eux, c'est le seul moyen de pouvoir évoluer vers une évolution, on va dire, spirituelle et autres, et être prêt à appréhender l'univers qui nous attend. Je vous fais ça vraiment... dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, il faut vraiment après creuser. Mais voilà, ce qui est très surprenant, c'est ce disque optique, parce qu'on a une interview dans Icaris d'une des personnes qui a fait partie de la SIO, qui faisait partie des responsables de la SIO, puis qui l'a quitté pour des divergences d'opinion, et qui nous explique en 1997, lors de l'interview, un petit peu tout le contexte de ces découvertes. Et donc, à l'époque, ils n'avaient pas encore réussi à décrypter le disque. Voilà. Et sur les autres artefacts, eh bien, on n'en sait pas grand-chose. J'ai essayé de trouver des photos des autres artefacts, il n'y en a pas. En tout cas, je ne les ai pas trouvés. Il y aurait des artefacts avec des capacités soniques. D'ailleurs, ce fameux objet artefact que le groupe avait, c'est lui qui les a guidés vers la zone. C'était l'artefact de la première salle, en définitive. Ils n'arrivent pas à les démonter, les artefacts, qui sont complètement homogènes, donc ils n'arrivent pas, s'ils veulent le démonter, ils vont être obligés d'en détruire un. Donc il y a des scientifiques qui souhaitent les démonter, d'autres non. Plus ils étudient les textes, et plus il y a des choses bizarres qui se passent, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de changer les équipes d'études tous les 6 mois, parce que les personnes qui étudient les textes développeraient des capacités psychiques. c'est très bizarre. Entre autres, dans les capacités psychiques, elles deviendraient limite adhérents à la secte des Wingsmakers, de ce nouveau monde, etc. Voilà. Donc l'armée a étudié tout ça et a décrété qu'ils n'étaient pas dangereux, hein, qu'il n'y avait pas de technologie dangereuse, ça reste très pacifique, voilà. C'est pour ça, ça fait quand même très New Age, hein, au niveau du
au niveau des idées qui sont véhiculées, mais ce qui est surprenant, malgré tout, c'est toutes ces peintures, surtout que les peintures, ils n'arrivent pas à expliquer la technologie avec laquelle ils ont peintes, parce qu'il y a des mélanges au niveau des matériaux qui sont très particulières, et qui m'ont fait penser, moi, à une histoire que racontait très bien Patrice Marty sur BTLV, la Vierge de Guadeloupe. Je ne sais pas si tu te rappelles de J'ai le cette livre, Vierge. du père François Brune, qui a écrit un livre sur la Vierge de Guadeloupe, qui explique en détail tout ce qui a été étudié scientifiquement dessus. Et on a un bel artefact extraterrestre là. Ouais. Donc Vierge qui a été peinte, mais la peinture en fait elle n'est pas sur la toile, elle est à quelques microns de la toile. C'est ça. On peut même pas comprendre comment elle peut tenir. Et les pigments, on sait pas ce que c'est. C'est ni minéral, ni végétal, ni animal. On ne sait pas avec quelle substance la peinture a été faite. Et dans l'œil de la Vierge, il y a aussi des détails qui pourraient pas être peints au pinceau humain parce qu'on est de l'ordre du micron. Dans une pupille de 8 mm, il y a la scène qui a été reflétée le jour où Juan Pedro a développé sa tilma justement avec toutes ces roses, et la scène est reproduite dans la pupille de cette Vierge. Ouais, c'est assez... C'est très surprenant. Alors on est à peu près au même niveau, si tu veux, de technologie sur ces peintures. Surtout que là aussi, il y aurait une espèce d'encre psychique limite. Dès que tu touches la peinture, tu sens que tu rentres en communion avec cette peinture, etc. Moi, ce qui me dérange juste, c'est les photos que tu nous as fait voir de ces peintures. En fait, on a vraiment l'impression que c'est des tableaux qui ont été pris en photo, et il n'y a pas le recul pour qu'on distingue le mur des pièces et tu vois le reste des pièces dans lesquelles cette fresque a été dessinée, quoi. Pour le coup, c'est ça, hein, de toute manière. Ils ont vraiment pris les photos des peintures, et donc après, l'image était redécoupée pour enlever... moi, j'aurais bien aimé voir. Ah ben, tout à fait. Peut-être qu'en cherchant, ou même vous, si vous avez été passionné par ce sujet, si vous trouvez des choses, n'hésitez pas à nous les mettre. Donc voilà, il y aurait plein de choses à dire sur ce sujet-là. Moi, ce qui m'étonne, encore une fois, hein, c'est je n'en ai jamais entendu parler, ni par rapport au voyage temporel, ni par rapport au côté UFO. Et vraiment, j'ai l'impression d'être dans un effet Mandela, de me dire, mince, là, il y a un truc qui s'est passé. Il y a eu effectivement un voyage, divergence temporelle, et puis là, je me remets sur la trame temporelle, la nouvelle trame temporelle. Dites-nous si vous connaissiez le sujet. En tout cas, moi, je vous conseille de lire en parlant de divergence. Comment ils s'appelaient? C'est pas les divergences, c'était dans Blade Runner. Non, pas les divergents, les réplicants, Antoine. Oui, c'est ça, t'as raison, les réplicants. Donc voilà, très bon numéro à lire en même temps que Génération Cité d'Or, hein, vous en lisez l'un, et puis après vous lisez l'autre. Et de toute manière, on est copains. Jérôme, en parlant d'ufologie au Nouveau-Mexique, on a loupé un bel UFO, nous, Antoine, la semaine dernière. Voilà. Comme vous le savez tous, avec Antoine, nous enregistrons Mimi le jeudi soir. Voilà. Tous les jeudis soirs à 21h. Figure-toi qu'on a loupé jeudi dernier un beau pan au-dessus de notre tête, Antoine. C'est Paris Normandie qui a présenté ça, un ovni dans le ciel de Normandie. Dans l'Eure et la Seine-Maritime, des habitants s'interrogent. Donc, beaucoup de personnes en Seine-Maritime et dans l'Eure. Alors, même le phénomène a été vu un petit peu plus loin. Hein. Je crois que un petit peu plus dans le nord, vers Amiens, tout ça, ils ont aperçu aussi le phénomène. Donc, c'était le jeudi dernier, dans la soirée du 21 avril. Plusieurs vidéos ont fait leur apparition sur les groupes Facebook qui réunissent les habitants de Normandie. Sur la page Rouen-le-Mag, c'est d'abord une personne qui se dit se trouver à Bourtroude, dans l'Eure, donc à quelques kilomètres de chez nous, Antoine, qui signale une masse blanche lumineuse
qui ressemble à un nuage dans le ciel. Alors voilà, je vous laisse regarder la vidéo que cette personne a prise. Donc voilà, si on était sorti, Antoine, pendant l'enregistrement, on aurait vu ça au-dessus de notre tête, parce qu'apparemment c'était très très visible. Ce soir-là, il y avait un beau ciel clair, pas nuageux, et voilà, cette espèce de tache blanchâtre qui s'est déplacée lentement dans le ciel. Donc après, puis d'autres personnes qui ont alerté le même phénomène à Rouen, dans les commentaires des personnes de Petit-Quevilly, à côté d'Yvetot, Louviers, Lillebonne, et même bien au-delà des frontières de Seine-Maritime et de l'Eure, comme je vous disais, ont témoigné de la même vision. Donc, alors bien sûr, derrière, il y a eu beaucoup d'hypothèses qui sont tombées. Alors, qu'est-ce que c'est? Un ovni, un vaisseau extraterrestre, un satellite, la station spatiale internationale peut-être, qui dégaze, ou un phénomène astronomique. Voilà, toutes les hypothèses ont fusé. Et apparemment, quelqu'un aurait trouvé la réponse. Puisqu'il faut savoir que quelques temps avant, dans la soirée, il y a eu le lancement de Falcon 9 de SpaceX, qui s'est déroulé aux États-Unis. Donc, c'est une personne sur Twitter qui a l'air assez calée à ce niveau-là, qui explique que en fait, ce nuage serait lié à la fusée Falcon 9 de l'entreprise américaine SpaceX, dont le décollage a eu lieu il y a quelques minutes plus tôt. Voilà, comme je vous le disais. La manœuvre qui aurait donné lieu à cet immense nuage visible à des kilomètres serait apparentée à un dégazage, selon ce spécialiste de l'actualité spatiale. Donc, le second étage de Falcon 9, comme il l'explique, de SpaceX voyageait à une vitesse de 27 800 km/h. Donc, voilà, si elle a décollé des États-Unis quelques minutes auparavant, elle a eu le temps d'aller jusqu'au-dessus de l'Europe, et pour une altitude supérieure à 300 km. Donc c'est pour ça que ça pouvait être visible de très très loin dans le ciel. Et donc il explique par rapport justement au décrochage de son lanceur, pour éviter de laisser le débris de plus de 10 mètres dans l'espace, il rallume les moteurs, crachant plusieurs tonnes de gaz, créant un nuage pour le désorbiter. Voilà. Donc apparemment, fausse joie, ce n'était ni un pan, ni un ovni, ni quoi que ce soit. C'était quelque chose de bien réel. C'était le lanceur de Falcon 9 de SpaceX. Alors si, ça a été un pan jusqu'à ce qu'il soit découvert. C'est ça, voilà. Voilà. Ce n'est plus un pan. Ce n'est plus un pan. Un pack, pourquoi un pack? Un phénomène aérospatial connu. Maintenant, c'est plus un pan, c'est un pack. Bien, on va la garder, celle-là. On est d'accord. Oui, non, on aurait pu se dire que c'était un petit clin d'œil au moment où on enregistrait avec Christophe, nos amis d'Outre-Espace, qui nous faisait un clin d'œil là-haut, qui venait juste au-dessus de nous pour nous dire... Voilà, en plus c'était vraiment au-dessus de notre tête. Ah oui, là pour le coup, c'est pour ça qu'on n'a rien vu. Ouais, en parlant de Christophe, on aura le plaisir de le revoir bientôt là, dans un rendez-vous avec Antoine, où on aura d'autres choses qui lui sont arrivées à discuter avec lui. Et c'est peut-être, vous verrez, c'est peut-être pas par hasard qu'il a fait cette rencontre dans la zone 51. On en reparlera. Jérôme, ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Ouais, elle était quand même longue celle-là. Bah, on a dépassé la demi-heure. J'ai l'impression qu'on a encore dépassé la demi-heure, ouais. Donc, ben voilà, écoutez, on a été heureux de vous retrouver nombreux. N'hésitez pas, déjà, à mettre un petit pouce bleu, ça permet de faire monter les algorithmes de YouTube, 2, de nous partager, 3, de nous rendre visite sur l'Odyssée d'Ulysse, et puis 4, abonnez-vous à Génération Cité d'Or, particulièrement entre le 1er et le 5 mai, pour pouvoir bénéficier de l'offre de Damian et du festival, de l'étrange rendez-vous surtout. À la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Ciao, ciao. Tout le monde, salut.